La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. Bernard Raymond est une des grandes figures du cinéma québécois, nous le savons. Ce que nous savons peut-être un peu moins, c'est que c'est aussi un essayiste absolument remarquable qui pense notre époque sous le signe de la liberté intellectuelle la plus complète. Il vient de faire paraître chez Lux Éditeur « Camarade, ferme ton poste », un ouvrage dans lequel il médite sur ce qu'on pourrait appeler l'assèchement existentiel de notre modernité tardive. Et c'est un grand bonheur de le recevoir aujourd'hui. Bernard Raymond, bonjour. Bonjour. Alors, une petite question d'introduction. Alors, quel est le sens de ce titre « Camarade, ferme ton poste » ? Écoutez, presque tous les textes qui sont dans ce livre-là sont des textes de commande. Or, on m'a demandé un jour, le Salon du livre de Rimouski m'a demandé de faire un petit texte d'introduction. Et j'ai repensé à ce macaron que les étudiants de l'UQAM portaient à l'époque où j'y suis allé comme étudiant, il y a plus de 40 ans. Camarade, ferme ton poste. Et ça m'apparaissait comme... En tout cas, il y a bien des choses qui ont vieilli au Québec, mais ce macaron-là, lui, n'a pas vieilli, en tout cas pas à mon avis. Alors, le sens de ce titre-là, c'est de rappeler aux gens qu'il faut s'astreindre à la pensée, à la lecture. Il faut se soustraire à la tempête médiatique dans laquelle on vit, à l'accumulation d'images, de sons, de publicités. Il faut s'en sortir un peu pour retrouver une forme d'indépendance d'esprit, de liberté. Et vous évoquez souvent dans le livre, c'est une figure récurrente, c'est l'importance du silence comme condition de civilisation. Oui. Vous parlez par exemple dans un très beau texte du silence propre à l'Église, par exemple, un silence habité, un silence dans lequel on a une présence. Oui. Vous parlez du silence nécessaire à la lecture, vous parlez du silence nécessaire à la méditation. Est-ce que notre civilisation a déclaré la guerre au silence? Mais absolument. Moi, j'ai comme antidote, je me suis bâti une petite cabane dans le bois près de Maniwaki, sans électricité, sans eau courante, où je me retire 5-6 fois par année pour des semaines, dans le plus parfait silence. Et c'est ma thébaïde. Oui. Et je pense que j'arriverai pas à survivre sans cette petite cabane. C'est le moment où je lis en profondeur. Parce que dans la vie agité qu'on mène en ville, c'est vraiment difficile de vraiment s'arrêter. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai de la difficulté à rester plus qu'une demi-heure en lecture profonde. Et parfois, il faut y entrer pendant des heures. Alors, non, l'agitation dans laquelle on vit empêche la pensée, à mon avis. Non seulement empêche la pensée individuelle, mais remplace ce qu'on pourrait avoir comme pensée individuelle par le prêt à penser contemporain. Et ça, c'est une chose terrible. Vous évoquez dans votre livre un sentiment qui, en notre temps, est généralement disqualifié. Vous en faites peut-être même, inversement, le levier d'une résistance à l'esprit de l'époque, c'est la beauté de la nostalgie. Oui. Vous chantez les gloires de la nostalgie, non pas à la manière du « c'était nécessairement mieux avant oui. », mais la nostalgie comme signe, comme indice qu'il y a peut-être eu une perte dans dans l'évolution de la civilisation, une perte grave. Pourquoi faites-vous l'éloge de la nostalgie et qu'avons-nous perdu? Vers quelle réalité oubliée, quelle part de l'existence humaine pointe la nostalgie d'une manière ou de l'autre? Tant de parts oubliées. De façon générale, vers l'héritage culturel qu'on refuse maintenant. Il n'y a plus de fidélité à quelque héritage que ce soit, ce qui nous ramène au tout à l'individu. Mais vous avez raison, c'est une nostalgie qui ne pleure pas sur le passé. Le passé a été ce qu'il a été. Il y a eu les pensionnats amérindiens, je vous passe le catalogue des horreurs. Ça, on la connaît. On connaît ce catalogue. Mais il y avait quand même dans le passé québécois, mais aussi dans tout l'Occident, des liens sociaux, des liens familiaux, des liens communautaires que l'évolution du capitalisme a rasé. Marx le décrit bien. Les eaux glacées du calcul égoïste. Les eaux glacées du calcul égoïste, mais aussi plus en détail, les enclosures, le retrait, la séparation entre les ouvriers et leurs outils, la dissolution des liens familiaux, et ça rejoint un de vos thèmes, le progressisme du capitalisme. Alors, moi, ce progressisme-là, il m'effraie parce que je pense que il y a des choses absolument essentielles qui sont en train de disparaître.
du côté de la famille, du côté des liens sociaux, du côté du rapport à la nation. On se retrouve dans une société. Est-ce qu'on peut encore parler de société? On se retrouve maintenant devant un agrégat d'individus qui n'ont plus de rapport à l'héritage, plus de rapport au passé. Alors, comment peut-on faire communauté? Comment peut-on retrouver la cohésion, la force nécessaire pour se défendre, pour affirmer des choses? Alors, voilà pourquoi je pense que le rapport au passé, une certaine nostalgie, peut être fertile. Le passé était loin d'être parfait. Encore une fois, je ne referai pas le catalogue. Il a même été terrible à certains égards. Mais il y avait des choses qui fonctionnaient. Un certain rapport au monde aussi. Un certain rapport au monde, absolument. Un rapport à la culture. Vous évoquez par exemple le fait qu'il était possible et même encouragé d'admirer. Oui, et qu'il y avait différents modèles culturels, c'est-à-dire la figure de la sainteté, par exemple. Vous avez des pages lumineuses sur la figure du saint, c'est-à-dire une figure du héros, du saint, d'un être humain qui ne se définit pas par sa place dans l'appareil économique et qui est néanmoins digne d'admiration. Ben oui, tout à fait. Mais là, j'emprunte au plus grand, Bernanos, bien sûr, mais aussi Vadeboncoeur chez nous, qui est un homme que j'admirais et que j'admire encore profondément. Oui, ces choses ont disparu. Dès le moment où on remet en question l'autorité du passé, des valeurs, la transmission n'est plus possible. L'individu se retrouve seul devant ses choix, parfaitement libre, ce que nous sommes. On n'a jamais été aussi libre que maintenant. Mais cette liberté-là, elle sert à quoi? À mon avis, au Québec, elle sert à peu de choses. Elle sert à choisir tel ou tel voyage dans le sud, telle ou telle paire de godasses dans le centre d'achat, telle ou telle voiture, tel ou tel film. Mais si on ne met rien au-dessus de notre liberté, on devient les proies sans défense de l'économie contemporaine, du capitalisme mondial qui est en train de dévasser la planète. Or, en fait, j'ai pas arrêté de parler de la perte dans mon cinéma. C'est le thème que je ressasse depuis 30 ans. C'est quelque chose que je ressens profondément, que je ressentais confusément au début, mais maintenant, c'est une véritable douleur. Le monde contemporain me fait mal. Il n'y a plus de silence, il n'y a plus de transmission, il n'y a plus de rapport au passé. Oui, on jouit d'une liberté extraordinaire. Oui, la condition des femmes s'est améliorée. Oui, on vit plus vieux. Bien sûr, tout ça. Mais le mal que je ressens et la nostalgie qu'on est plusieurs à ressentir, ça nous indique simplement qu'il nous manque quelque chose. Que dans ce passage à à la postmodernité, il y a des choses essentielles à la vie humaine qui ont disparu. Vous évoquez dans le livre, vous dites, quand on a beau s'être libéré de ce qui était au-dessus de nous, très bien, mais on ne s'est pas rendu compte qu'on se laisse dominer par ce qui est en dessous de nous. Tout à fait. Donc, d'une certaine manière, en congédiant les valeurs les plus hautes avec ce qu'elles pouvaient avoir de contraignant, d'étouffant, bien sûr, on le sait, mais les valeurs les plus hautes, eh bien, on se soumet finalement à ce qui ramène l'homme à sa part la plus basse. Ben, tout à fait. Même, on n'est pas loin de l'animalité. En tout cas, ça nous ramène à... J'ose même plus dire une société encore une fois, mais ça nous ramène à des groupements humains qui vivent la loi de la jungle. Vous évoquez dans votre livre une double dissidence avec l'esprit de l'époque en réclamant pour vous qualifier deux termes qui ne sont plus de mode, pour le dire ainsi. Oui. Vous vous dites tout à la fois socialiste et conservateur. Oui. On voit très bien ici la filiation avec George Orwell, dont on a parlé de l'anarchisme Tory, la défense de la common decency. Oui. Mais alors je vous dirais, comment définissez-vous ces deux termes et comment les conjuguez-vous? Qu'entendez-vous par socialisme? Qu'entendez-vous pour conservateur? Et comment mettez-vous un trait d'union entre les deux? Je pense que je suis devenu conservateur parce que je suis socialiste. J'ai pas grandi comme vous dans une famille unie, plutôt traditionnelle, où les valeurs étaient fortes. Au contraire, j'ai grandi dans une famille désunie. Mais quand je dis conservateur parce que socialiste, en fait, je reviens au premier Marx. Oui. Je reviens au philosophe qui décortique l'avancée du capitalisme, qui voit très bien comment le capitalisme ne devient possible qu'en rompant tous les liens sociaux. On arrive à une sorte d'achèvement de ça. Autrement dit, le capitalisme est la force révolutionnaire la plus forte. Absolument. Absolument. Et c'est ce que mes amis de gauche, ce dont mes amis de gauche ne se rendent pas compte.
c'est la droite qui est progressiste. Moi, je pense, vous avez parlé de ça ailleurs aussi, là, c'est vraiment la droite qui est progressiste, qui veut détruire tous les liens avec le passé pour toutes sortes de raisons, et même sans raison, c'est la machine qui avance toute seule. Alors donc, conservateur parce que socialiste, parce que, et bon, quand je dis socialiste, ça n'a rien à voir avec la social-démocratie contemporaine, avec ce qui peut rester du Parti socialiste français, avec... non, mes héros culturels sont plutôt des socialistes des premiers temps. Vous pensez à qui, par exemple? Jules Guesde, Blanqui, ces utopistes-là. Oui, bien sûr. Oui. Où ce qui importait, c'est d'abord la justice sociale. Moi, j'ai l'impression que les socialistes aujourd'hui, enfin que ceux qui se réclament des partis sociodémocrates ou socialistes, ils ont congédié le peuple. Ce sont des partis qui ont complètement abandonné l'idée d'une véritable justice sociale, qui ont délaissé tranquillement l'idée de au moins civiliser le capitalisme. On parle de social-libéralisme. Pour moi, c'est une contradiction dans les termes. C'est impossible. Alors, devant l'avancée du néolibéralisme, devant ce raz-de-marée qui détruit les cultures traditionnelles, qui fait disparaître des langues, c'est ça qui m'a rendu conservateur. Mais je dirais conservateur à la manière des écologistes. Les écologistes sont conservateurs. Sans le vouloir, la plupart du temps. Oui, sans le vouloir, non. Sans même le savoir. Sans même le savoir. Et le terme les effraie. Le terme les effraie énormément, mais pour moi, ils sont conservateurs. Ils ont la nostalgie d'une nature qui était moins ravagée que celle qu'on connaît. Ils voient disparaître des espèces, ils voient reculer les terres agricoles sous la pression urbaine, ils voient les espaces, les parcs saccagés, et ils aimeraient conserver ce qui reste. Moi, je trouve ça très bien. Mais à gauche, non, on ne dira jamais que les écologistes sont conservateurs. Mais ils sont conservateurs, mais s'ils vont au bout de leur conservatisme, ils sont parfaitement radicaux. Parce que ce conservatisme-là ne peut avoir d'effet que s'il remet en question le triomphe du capitalisme mondialisé. Alors, je suis un conservateur de la même façon. Donc, défendre une forme d'écologie des cultures, une écologie des civilisations, une écologie des nations. Oui. Vous évoquez dans votre livre la figure de Pasolini, qui est une figure qui, je dirais, passionne, on me permettra la formule, les conservateurs de gauche et de droite. C'est-à-dire, elle est citée par exemple par Patrick Buisson, le politologue français dans son dernier livre. Vous la citez, elle est citée par Eugénie Bastier, la jeune conservatrice écologiste française, et il est cité aussi par Jean-Claude Michéa. Qu'est-ce qu'on trouve chez Pasolini qui permet de rassembler tout autant de... ce malaise par rapport à la modernité qui se déploie à gauche, déploie à droite. Qu'est-ce qu'on trouve chez Pasolini qui a une forme d'effet presque d'hypnose chez ceux qui rencontrent ses écrits corsaires? Alors, chez Pasolini, il y a un double lien très fort. D'une part, avec la culture classique et d'autre part, avec la culture populaire. C'est quelqu'un qui a grandi avec les meilleurs auteurs, qui écrivait dans une langue, paraît-il, extraordinaire, et qui connaissait le peuple. On pourrait dire que c'est l'alliance de l'aristocrate et du peuple contre le bourgeois? Ben, tout à fait. Tout à fait. De la même façon que... Et moi, ça m'amènerait ailleurs. Je pense qu'il faut... de la même façon qu'il faudrait faire une alliance entre la culture classique et la culture populaire, la vraie culture populaire, pas la culture de masse. Alors Pasolini fait ça. Probablement à cause de sa sexualité, mais il y a certainement autre chose. Parce que au-delà de ses rapports avec les jeunes hommes de la banlieue romaine, c'était quand même quelqu'un qui avait un amour profond pour les dialectes, pour le dialecte frioulant. Et il y avait ce lien profond, lien charnel avec les racines de la culture populaire. Alors, moi, cette jonction-là de la culture classique et de la culture populaire, je trouve ça extraordinaire. J'ai l'impression que ça parle aux conservateurs de droite et de gauche. Il y a chez Pasolini aussi cette idée que, vous l'évoquez dans Camarade, ferme ton poste, il y a cette idée que, bon, le fascisme a été une abomination historique, certainement, mais il faut cesser d'avoir les yeux dans le rétroviseur et cesser de redouter toujours le retour des périls anciens et regarder comment
notre monde, qui n'est pas fasciste, qui n'est pas communiste, mais a généré son propre totalitarisme en quelque sorte, sa propre pulsion de destruction, sa propre force de mort. Donc cette idée de cesser de combattre les démons anciens pour découvrir les démons d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que vous prenez aussi Pasolini ici, c'est-à-dire à la manière d'un auteur qui nous évite de nous perdre dans une forme des guerres anachroniques? Oui, tout à fait. D'ailleurs, son rapport à mai 68, son rapport à la jeunesse étudiante était, à mon sens, exemplaire. Lui, il n'est pas du tout embarqué dans le train. Mais alors, pas du tout. Il était extrêmement critique face à ces jeunes aux cheveux longs qui étaient des enfants de la bourgeoisie. Bon. Je pense que Pasolini va à l'essentiel. Il se demande, qu'est-ce qu'une vie bonne? Qu'est-ce qu'une société humaine qui fonctionne? C'est une société qui peut pas vivre sans un lien à la grande culture. C'est une société qui peut pas avoir renoncé à la culture populaire. C'est une société où les liens sociaux sont encore tangibles. Et bon... moi, je pense que c'est ce qui... Et d'ailleurs, quand on parle de conservateurs de droite et de gauche, moi qui ai passé ma vie à penser que j'étais de gauche, j'ai certainement plus d'atomes crochus avec bien des conservateurs dits de droite. Et de la même façon, je pense bien qu'il y a des conservateurs de droite qui se retrouvent pas du tout dans le progressisme néolibéral. Ah ben, sans aucun doute, ce sont les nouvelles alliances qui tardent à émerger politiquement, mais il y a des complicités intellectuelles là-dedans. Oui, tout à fait. J'aimerais vous amener sur cette question parce que on voit dans votre livre, donc vous évoquez votre parcours à gauche, entre guillemets. On sent, vous me pardonnerez la formule, qu'être à gauche a été important pour vous. Je dis quelquefois, sur le mode moqueur, qu'une des choses qui caractérise les gens de gauche, c'est qu'ils veulent être de gauche. Et on sent aussi, vous racontez, sans jamais faire sur le mode autobiographique, mais vous racontez votre éloignement progressif de ce qu'a été, de ce qu'est la gauche. Pourriez-vous nous en dire plus sur le récit de cet éloignement qui ne se veut pas rupture? Vous avez davantage, si je vous lis bien, vous avez davantage le sentiment que votre famille s'est éloignée de vous plutôt que vous êtes éloigné de votre famille. Oui, tout à fait. C'est bien le sentiment que j'ai. Alors pour moi, être socialiste, c'était... Moi, je pense souvent à Pierre Vadmoncoeur quand je pense à ça. À son rapport à la fois avec la classe ouvrière, avec la vraie vie des gens. Lui qui a travaillé longtemps pour la CSN, mais qui a fini par s'en éloigner. Et son rapport en même temps avec la grande culture, avec la haute réflexion. Pour moi, ces choses-là sont indissociables. J'ai vu... Je pense que ce qui m'a éloigné de la gauche, c'est une certaine forme de dogmatisme que j'y reconnaissais. Pour moi, il faut pouvoir penser. Il faut pouvoir se dégager des évidences. Alors moi, je sais très bien que, jeune homme, je n'étais pas très différent des jeunes gens qui peuvent chahuter des invités à l'UQAM. Je n'étais pas très différent d'eux. Mais quand même, à travers une vie de lecture, puis à travers une vie d'observation, j'ai fini par remettre ces certitudes-là en question. Sans compter le fait que j'ai vu plusieurs de mes amis qui se disent toujours de gauche mener de parfaites vies de bourgeois. Il faut avoir les moyens pour être de gauche. Non, pas... Ouais. Alors, avec le temps, j'ai fini par retrouver des liens avec la tradition et me rapprocher de, je dirais, la vie des gens. Et ça, c'est beaucoup le cinéma et l'anthropologie qui m'ont amené vers ça. La volonté de voir comment les gens vivent vraiment. D'ailleurs, on retrouve un regard par rapport aux classes populaires. Il y a aujourd'hui, on pourrait dire, dans la pensée dominante, une forme de mépris. Souvent, pour le commun des mortels, c'est-à-dire... À gauche comme à droite. Oui, absolument. C'est-à-dire, à droite, on dit, ils sont pas suffisamment adaptables pour l'économie de marché. À gauche, on les accable de toutes les phobies disponibles et on en invente régulièrement. Tout à fait. Or, c'est un tout autre rapport au peuple que vous nous proposez. Premièrement, vous croyez qu'il existe, ce qui est quand même une idée assez audacieuse dans l'époque qui est la nôtre. Et vous retrouvez des vertus propres
au peuple qui méritent d'être redécouvertes et qui méritent d'être probablement remises de l'avant d'une manière ou l'autre, ressaisies. Qu'est-ce qui vous pousse justement à avoir ce regard d'empathie par rapport au peuple et quelle vertu singulière y retrouvez-vous? J'inviterais les auditeurs à se référer au livre de Jean-Claude Michéa qui en parle admirablement. D'ailleurs, vous proposez une traduction de la notion de common decency qui est une des plus... L'explication que vous en donnez est une des plus fines que j'ai pu lire. Même chez les traducteurs, quelquefois, d'Orwell, la traduction n'est jamais très convaincante et vous proposez une description très fine de la common decency, si je me permets de le dire. Vous êtes gentil. Mais alors, donc, pour moi, il y a ça dans la vie des classes populaires, cette espèce de solidarité spontanée qui s'est développée avec le temps. Écoutez, quand une grange brûlait dans les campagnes québécoises il n'y a pas si longtemps, tout le village était là pour la rebâtir. On faisait une bille, je crois, on appelait ça. On faisait un bille. Oui, tout à fait. Et indépendamment des querelles, des chicanes, tout le village... Alors, pour moi, il y a ça dans l'expérience populaire. Il y a des solidarités qu'on retrouvait à la campagne, mais qu'on a retrouvé aussi dans les quartiers ouvriers, des solidarités de rue, des solidarités de familiales. Alors pour moi, il y a cette espèce de générosité qu'on ne peut pas remettre en question. Quand on venait de ces classes-là, à cette époque-là, il y avait des choses qui ne se faisaient pas. Je pense que ça peut être aussi une définition de la common decency. Dans mes heures de noirceur, quand j'ai mes pensées noires, je me pose la question que Jules Guesde se posait. En fait, il la posait à Jaurès au début du siècle. Il disait, si jamais on prend le pouvoir, on viendra peut-être trop tard parce que le matériau humain va être pourri. S'il y a quelque chose qui me conduirait au désespoir, c'est ça. Or, si jamais, effectivement, la société néolibérale, la culture de masse fabrique des individus dans lesquels l'idée que certaines choses ne se font pas, dans lesquels la nécessité d'une certaine générosité, d'une certaine si la nouvelle société qui est en train de se faire sous nos yeux détruit ça chez les gens, on est mort. Je pense vraiment qu'on est mort. Et je suis pas certain de la réponse. Je suis pas certain. Vous ne croyez pas qu'il y a au cœur de l'homme une disposition naturelle à l'espérance? Vous l'évoquez par exemple à travers une notion à la petite bonté. C'est-à-dire, il y a dans le cœur de l'homme, même sous le pire des régimes qui pourraient l'avilir de la pire des manières, une forme de dignité irrépressible. Vous croyez pas que ça peut... Évidemment, on peut traverser des époques très noires. La décadence n'est pas qu'une fiction d'intellectuels réactionnaires. Il arrive que des sociétés entrent vraiment dans un déclin. Absolument. Vous avez par exemple des phrases terribles sur le sort des cultures amérindiennes dans le Nord. Vous dites, quand une culture se décompose, il y a des effets sociaux, psychologiques, culturels effrayants. L'anomie entraîne le malheur. Mais il y a aussi peut-être... Est-ce que vous croyez qu'il y a néanmoins cette disposition dans le cœur de l'homme qui permet, pour peu qu'on dégage l'horizon d'une seule vie humaine, la possibilité d'une reconstruction? Je l'espère. Et c'est vrai, dans les réserves indiennes, c'est manifeste, les conditions de vie sont épouvantables, les maux du monde contemporain ont fait des ravages terribles, mais il reste une solidarité réelle, une solidarité familiale, une solidarité, je dirais, nationale. Mais j'ai l'impression que cette solidarité-là a plus de chances de survie quand les conditions de vie sont réellement mauvaises. Dans l'espèce de confort ouaté, de confort moyen dans lequel on vit, j'espère me tromper, mais j'ai peur que ces sentiments humains, parce que un homme, c'est fabriqué de part en part, ça, c'est fabriqué par une culture, c'est fabriqué par une histoire. Lorsque les mécanismes qui valorisent ce genre de comportement-là, lorsque ces mécanismes-là disparaissent, qu'est-ce qui peut arriver? Moi, c'est ce qui me terrorise. J'espère qu'il va rester ce cœur, ce centre, cette espèce de résidu inaltérable de bonté. Ouais. J'espère que ça va rester. J'en suis pas certain. Donc, vous êtes tenté par la possibilité d'un ravage définitif. Oui. Mais bon, il faut pas... Je recule devant cette pensée-là. Je recule, je veux pas...
je pense qu'on y peut quelque chose quand même. Oui, d'ailleurs, si vous avez un passage, vous nous dites « Le monde auquel je tiens peut être mort, mais nous ne sommes pas morts ». Ouais, Je crois que Pasolini. c'est Pasolini, justement. Pasolini, Donc, ouais. vous nous dites, autrement dit, le monde qui évoque chez nous une vraie tendresse, il n'est peut-être plus... ce n'est peut-être plus le nôtre, mais parce qu'il demeure présent sous le signe du souvenir, il peut encore féconder notre action. Tout à fait. Et de ce point de vue, le souvenir, ça nous ramène à la question première que je vous avais posée, la nostalgie peut être force de renaissance. Oui, oui, tout à fait. La mélancolie comme force révolutionnaire. Et Chesterton qui disait que ce n'est qu'en se tournant vers les périodes passées qu'il est possible de retrouver l'espérance pour l'avenir. Oui, ben, comme Miron aussi dit à peu près la même chose. Oui, alors je pense que ça reste. Ça reste. On n'est pas mort. Les perspectives d'avenir sont sombres, en tout cas pour l'avenir à court terme. Mais qui sait si, dans les catastrophes qui s'annoncent, il n'y aura pas la nécessité justement de retrouver des formes de solidarité, des formes de transmission pour se préserver du pire. Et quand vous évoquez, j'y reviens, il nous reste 2 minutes avant la pause, la notion de petite bonté, pourriez-vous développer, parce que je trouve que c'est une très très belle formule. Oui, c'est le romancier russe, Vassili Grossman. Vassili Grossman, auteur de... Vieux destin. Merci, Vieux destin, qui est une espèce de guerre épée du XXe siècle. Grossman, qui a été correspondant pour l'armée soviétique, journaliste correspondant pour l'armée soviétique, a suivi le siège de Stalingrad. Et il en a tiré un roman absolument extraordinaire. Une espèce de catalogue des horreurs du XXe siècle. Il y a des scènes mémorables, d'ailleurs, dans ce roman-là. Mais un des personnages de ce roman-là, un prisonnier dans un camp de concentration allemand, affecté à la construction de chambres à gaz, refuse, à un moment donné, de travailler à ça, aux chambres à gaz. Alors, il y a un aumônier italien qui fait partie de la même chambre, il me dit « Non, tu peux pas, il faut que tu continues à... On va te tuer. » Alors l'autre répond « Non, qu'on me tue. Je sais ce que je suis en train de faire, je ne veux pas le faire. » Il passe aux chambres à gaz, et plus tard, on découvre dans ses papiers une espèce un éloge de la petite bonté. Quelque chose qui resterait. Quelque chose qui aurait au fond du cœur de chaque humain, et qui nous préserverait du pire. Et ce quelque chose-là survit malgré les camps, malgré les chambres à gaz, malgré le fascisme. Et quelle est la figure du pire pour vous aujourd'hui? De façon générale, je pense que ce serait l'anomie. Le refus des normes, le refus du... Alors, oui. Ce qui nous ramène à l'animalité. Un homme qui refuserait de s'interdire quoi que ce soit. Ben oui, tout à fait. Oui. Alors, nous allons passer à la pause. Et au retour de la pause, nous poursuivons cette discussion avec Bernard Raymond dans le cadre de l'émission La vie des idées. Vous écoutez Radio VM. Chers amis, nous sommes de retour à La vie des idées avec Bernard Raymond pour parler de son livre « Camarade, ferme ton poste ». Dans la première partie, nous avons évoqué certaines parties de son livre, notamment la beauté de la nostalgie, la nostalgie comme force possible de renaissance d'une société, la possibilité pour l'homme même dans les conditions les pires de conserver une part noble, cette part de bonté. Nous avons évoqué aussi la signification que Bernard Raymond donne à des termes comme socialisme et conservateur, qui sont des termes qui n'appartiennent plus à notre lexique politique courant et qu'il a décidé d'embrasser les deux pour nommer une double dissidence par rapport à l'époque. Vous avez, Bernard Raymond, dans votre livre, un texte très très beau, je pourrais dire ça d'après tous les textes qui sont dans le livre par ailleurs, qui est « Entrer dans une église ». Et vous racontez l'expérience singulière, le sentiment que vous inspire le fait d'entrer dans une église, et plus exactement peut-être entrer dans une de nos églises, nos églises, c'est-à-dire nous, Québécois, qui avons hérité de cette civilisation, de cette religion qui ne nous dit plus grand-chose aujourd'hui, dont on voit les traces partout, mais que nous ne sommes plus capables de saisir dans l'intérieur. Oui. Alors, je vous poserai la question que vous évoquez. Que ressentez-vous lorsque vous entrez dans une église? Une immense gratitude. Une immense gratitude. D'abord, physiquement,
pour le silence retrouvé. Mais très vite, pour ce qui est représenté dans une église, pour ce qui s'y est vécu. Je ne suis pas croyant, mais j'ai une grande affection pour le passé catholique, le passé chrétien. Bon, une part de rationalité là-dedans, ça informe la culture occidentale depuis autant de siècles, mais c'est plus que ça. Je me rappelle de la foi de mes grands-parents. Je me rappelle de ce qu'on disait dans les églises de mon enfance. Et je retrouve là-dedans d'abord l'idée du bien, l'idée de la solidarité d'une communauté, l'idée que les choses... Enfin, il y a dans une église plein de choses qui sont importantes pour moi. Et la beauté. Et la beauté, bien sûr, quand on pense à ces artisans qui ont fabriqué ces splendeurs. Je parle, ça peut être même la plus petite église du village. Bien sûr, c'est ce que vous évoquez d'ailleurs. Oui, toutes les églises les plus simples de nos campagnes et de nos villages sont peut-être celles qui vous touchent le plus. Oui, tout à fait. Je suis allé d'ailleurs récemment à Verner, près de Sturgeon Falls en Ontario, où c'est un petit village canadien-français et qui résiste. Et ils ont conservé, restauré une magnifique église avec amour. Alors moi, le rapport au passé aussi, tout ça, je vis tout ça quand j'entre dans une église. C'est sûr, au premier chef, le silence. On se dégage du monde. Et ça fait un bien infini. Mais aussi la pensée de ces communautés-là, la pensée, c'est la filiation, la transmission, le sentiment communautaire, l'idée des limites. Alors, tout ça est présent pour moi dans une église. Vous dites que vous n'avez pas la foi. Vous me permettrez une question impudique, cela dit. Il y a ceux qui n'ont pas la foi et qui sont indifférents. Il y a ceux qui n'ont pas la foi et qui en sont fiers, qui font de leur athéisme un étendard. Et il y a ceux qui n'ont pas la foi et qui aimeraient avoir la foi. Et est-ce que je me tromperais en vous classant dans cette troisième catégorie? Je pense à une formule de Bernanos, le désir de prière et des jeunes prières. Est-ce qu'on sent chez vous la foi et la nostalgie d'une foi que vous n'avez peut-être jamais eu, mais à tout le moins qui vous habite à la manière d'un désir ou du sentiment que ça pointe vers une part dont l'absence est cruelle? Oui. En fait, oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est le sentiment d'une absence douloureuse. Mais en même temps, c'est compliqué. J'ai relu quelques romans de Mauriac récemment. Bon, ce qui est formidable, cette formule, c'est relu. Oui. Et il y en a quelques-uns qui ont très bien vieilli, d'autres vraiment pas. Un qui a mal vieilli, c'est Le Mal, ou le jansénisme de la famille de Mauriac. En tout cas, c'est épouvantable. Ça m'a fait revivre ce qu'il y avait de pire dans l'éducation religieuse de mon enfance. Et je lisais ça sans être horrifié du tout. Je me disais, je comprenais parfaitement ce dont il était question. Tous les ressorts intellectuels, affectifs du roman m'étaient familiers. Et je me disais en même temps, c'est aussi exotique qu'un récit papou. C'est quelque chose, c'est une façon de penser qui a disparu presque sans laisser de traces, et même chez les chrétiens contemporains, chez les croyants, chez les catholiques contemporains. Mais il y a quelque chose de ça qui me manque. Pas évidemment le rigorisme, pas évidemment la haine du corps, mais certainement l'idée qu'il y a des choses qui nous sont supérieures, qu'il y a des choses qui ne se font pas, qu'une vie doit être ordonnée selon certains principes. Alors, c'est ma foi ou mon absence de foi. Et d'ailleurs, je ne suis pas athée, mécréant peut-être, agnostique certainement. Mais ça recouvre une nostalgie. J'ai longtemps pensé que la foi dans des valeurs humaines pouvait suffire. La justice sociale, l'égalité, la solidarité. C'est Pierre Vadeboncoeur qui, dans une lettre, on s'est connus un peu, me disait que ça ne suffisait pas, qu'il y avait vraiment autre chose, que la transcendance en Dieu, en fait, c'est une idée fausse. Alors lui, à la fin de sa vie, était
revenait tranquillement vers l'idée de Dieu. En tout cas, il se refusait à fermer le monde. Il se refusait à... L'univers était trop vaste pour qu'il puisse dire il n'y a rien. Et il sentait cette présence. Alors, oui, c'est une question épudique, en effet. Je pense que je peux pas aller plus loin que ça. Mais en tout cas, ce serait une foi qui se vit sur le mode du manque. Je quitte tout de suite le domaine de l'impudeur pour transposer cette question culturellement et politiquement. Ouais. J'aime à dire que la mémoire et la transcendance à la portée des modernes. Et j'ai l'impression aussi que dans votre livre, justement, l'importance que vous accordez à la mémoire, c'est la possibilité justement pour l'homme de ne pas s'épuiser en lui-même. Ouais. C'est la possibilité pour l'homme, se sachant lié à une filiation, eh bien, il se sait héritier d'un monde selon la formule de Finkielkraut qu'il précède et qui lui survivra. Oui. Et sachant que par ailleurs, il y a une suite du monde, il n'a pas pour vocation de consumer le monde, oui. mais de l'entretenir, d'en prendre soin. Oui. Et de ce point de vue, la mémoire est une force civilisatrice. Est-ce qu'on peut dire que de ce point de vue, vous accordez une part de transcendance à la mémoire? Mais absolument, absolument. Cette idée que nous ne faisons que passer, que nous sommes redevables de ce qui est venu avant nous, que nous avons une dette à l'égard de nos ancêtres, de nos parents, la culture nous est donnée, le monde nous est donné, on ne fait que passer et il faut transmettre. Parlons-en de façon tout à fait absurde. Alors, s'il n'y avait pas ce lien avec le passé, avec la culture, il faudrait quoi? Réinventer Balzac et Proust à chaque génération? Je crois qu'on essaie aujourd'hui. Oui, on essaie, oui, c'est bien malheureux. Ou pire encore, on cherche à les déconstruire parce que leur figure nous hante. Oui, tout Donc, à fait. On prend les grands classiques et on les révise à l'aune du politiquement correct contemporain. Ah, tout à fait. C'est la vocation de l'étudiant en première année de littérature. Ah oui. Abattez Balzac, abattez Flaubert. Oui. Ah oui, je sais, ça me hérisse. Il y a des mises en scène de théâtre. J'ai parfois quitté des salles de théâtre tant les mises en scène de classiques étaient imbuvables. À quel point on travestissait Tchekhov ou Brecht ou... Ouais, c'est comme si... Avec cette espèce de culte contemporain de l'individu, c'est comme si l'idée que nous sommes redevables de quelque chose, l'idée que nous ne nous sommes pas fait nous-mêmes, c'est une idée qui est devenue intolérable. Et je trouve ça absurde, mais vraiment, vraiment absurde. En fait, au lieu de déconstruire Balzac, il faudrait le lire et peut-être tâcher d'écrire avec le regard qu'avait Balzac sur le monde contemporain. Vous nous invitez, d'ailleurs, je le disais tantôt, à redécouvrir la vertu d'admiration. Ouais. Est-ce que vous croyez que chez nos contemporains, on parlait de la figure d'admiration, on parlait de l'importance de ce qu'a pu représenter l'Église, même si aujourd'hui on a l'impression que c'est un corps mort dans notre société. Ouais. Est-ce que vous croyez qu'il y a une forme de fidélité souterraine, néanmoins, à cet héritage qui est le nôtre, comme si les contemporains... Je vous donne un exemple tout simple tiré de notre cinéma populaire. Mm-hmm. Le cinéma québécois a trouvé à renaître un peu dans sa forme populaire ces dernières années, avec des mythes comme Louis Cyr, ou encore Le Survenant, ou dans sa forme tragique, La Petite Aurore, l'Enfant Martyr. Mais c'est comme si on cherchait à faire des liens avec ce passé sans trop savoir comment. Est-ce qu'il y a ce désir de reconnexion avec l'héritage aujourd'hui, ou vous croyez que c'est un désir qui est de plus en plus restreint à une part minimale de la société? En tout cas, s'il s'exprime quelque chose dans cette vague-là, dans cette vogue-là, c'est certainement pas de l'admiration. Oui, bien sûr. Au fond, ces films-là se déclinent sur le mode de l'ironie. Puis encore, je suis poli. Du sarcasme. Il s'agit bien plus de dire que c'était donc épouvantable avant et qu'on est donc mieux maintenant. Ouais. Alors non, ça me semble pas. Au contraire, ça me semble être le passé qui est congédié. Une fois de plus. Où on ne se tourne vers lui que pour se féliciter de ne pas lui ressembler. Ben oui, exactement. Tout à fait. Mais il s'exprime quand même de toutes sortes de façons. Je pense pas beaucoup dans les livres, les films contemporains.
mais chez les gens. Tout à coup, on arrive à Québec, dans les murs. Il y a des masses qui vont là et qui trouvent quelque chose là. Ou à Kamouraska. Ou il y a des lieux où... Et ça doit parler, ça doit dire quelque chose. C'est ce que dit Saint-Exupéry dans Citadelle, en disant que rarement on a vu les peuples aller visiter de vieux entrepôts ou de vieilles granges, mais lorsqu'ils vont visiter ces vieux temples de pierre qui étaient le grenier de l'âme, et comment se fait-il que d'un siècle à l'autre on continue de les vénérer? C'est très beau. Oui. Alors, donc vous évoquez, donc il y a encore, vous croyez, ce désir de reconnecter à cette part du monde à laquelle la modernité ne nous donne plus accès. Oui, je pense. Et aussi, on a beau critiquer le repli sur soi, le repli familial, tout ça, il s'exprime là quelque chose. Dans les jeunes familles, dans la redécouverte de la paternité. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est un phénomène qui est généralisé, mais j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose là. Qu'il peut y avoir dans certaines familles un lien réel entre les parents et les enfants. Ça doit pas être pareil, ça doit pas se faire partout, mais je pense que ça correspond à un désir de beaucoup de jeunes gens, d'avoir une vie familiale, de donner quelque chose à leurs enfants. Alors ça, c'est une raison de ne pas désespérer, même si ça se vit dans la sphère privée. Il y a aussi... parfois des moments de la vie collective où quelque chose passe. Je ne suis pas en train de parler des fêtes du 350e anniversaire de Montréal ou de ce genre d'événement. Mais il arrive parfois que on sente que quelque chose du passé vit encore, qu'on aspire à ça. Alors, mais c'est simple, on a besoin de beauté, on a besoin de liens. Même si on est devenus des individus séparés les uns des autres, sans histoire, sans passé, il y a en nous confusément un besoin de commun, un besoin de passé, sans lequel on ne peut pas vivre. Même si on est certain de s'être créé nous-mêmes, on sait bien confusément que c'est pas le cas, qu'on a une dette. Et qu'on a quelque chose à transmettre. La figure du commun que vous évoquez dans la société québécoise, c'est aussi la figure de la nation. Mm-hmm. Et on sent dans votre ouvrage que vous redoutez aussi, donc on parlait tantôt plus largement de cette civilisation qui se délite à la grandeur de l'Occident. Oui. Au Québec, ça se double d'une peur probablement plus singulière et probablement plus poignante. C'est la disparition, vous pardonnerez la forme, mais du peuple qui est le nôtre. C'est-à-dire le sentiment que notre peuple est peut-être en train de mourir. Est-ce que je vous comprends bien en disant que vous craignez aussi que notre peuple soit peut-être en train de mourir? Vous avez une formule terrible où vous dites, il se pourrait bien qu'un jour, la conquête ne veuille plus dire grand-chose parce que nous aurons adhéré finalement au pays dans lequel elle nous a intégrés, on y aura adhéré de tout notre cœur. Oui. Alors, est-ce que vous croyez que ce qu'on appelait cette hantise de la dissolution de la patrie, vous me pardonnerez ce vocabulaire ancien, est-ce qu'elle vous habite? Et si oui, est-ce que vous croyez que nous sommes entrés dans ce qui serait peut-être le moment final? J'en ai peur, mais j'espère que non. J'espère que d'une façon ou d'une autre, on va trouver l'énergie d'une réaction. J'en suis pas certain. Ça m'habite. Cette douleur-là m'habite constamment. Je vois disparaître le monde dans lequel j'ai vécu. La langue de mes grands-parents, de mes oncles, de mes tantes a disparu. Une certaine façon d'être a disparu, un rapport au passé. Alors, il n'y a pas de nation sans l'adhésion à des mythes communs. Or, je me demande bien ce qui nous reste comme mythe commun, comme histoire commune. Alors j'ai très peur. Et je suis extrêmement, mais extrêmement triste, très souvent. Et je ne sais pas quoi faire. Pourtant, c'est mon métier de raconter des histoires, de parler aux gens. Il me semble que dans mon travail, dans mon cinéma, dans mes textes, je n'arrive qu'à déplorer la perte.
je sens confusément qu'il y a autre chose. Mais c'est ce qui m'occupe, c'est ce qui m'habite. Par bonheur, la beauté du monde, de la forêt, des rivières, me sort parfois de ma morosité. Mais j'ai très peur, j'ai très très peur de l'avenir. Dès le moment où on cesse d'être majoritaire les francophones à Montréal, je ne vois pas comment, dans le monde contemporain, on pourra justifier la loi 101. Et à partir du moment où la loi 101 va être contestée et très probablement abrogée d'ici une génération, on est mort. Et la loi 101, malgré tous les trous, mais quand même. Oui. Vous marquez ici encore une fois, une forme de fidélité à ce qu'on pourrait appeler notre vieux nationalisme, c'est-à-dire le nationalisme d'avant 1960, Oui. qui avait ses grandeurs, qui avait ses misères, était néanmoins pénétré d'une idée, c'est que c'était l'idée de survivance. Oui. Notre peuple en Amérique n'a pas un certificat d'éternité et il doit se battre pour durer, et il était hanté par la possibilité de disparaître. Oui. Et le Québec moderne n'a plus voulu entendre parler de ça. Le Québec moderne s'est cru affranchi une fois pour toutes de la survivance. Il croyait qu'il pouvait vivre, il croyait qu'il pouvait jouir de la vie, il croyait qu'il pouvait s'affranchir des vieilles peurs, comme s'il s'agissait de peurs archaïques qui n'avaient plus de fondement. Or, se pourrait-il, bien concrètement, qu'avec l'échec de l'indépendance qu'on a constaté à 2 reprises, on soit dans une espèce de situation un peu schizophrénique où d'un côté, on veut continuer à se faire croire que tout est normal, qu'on est assuré de notre existence, qu'on n'a plus à s'inquiéter, et de l'autre côté, eh bien, ceux qui rappellent que nous sommes fragiles et que nous le sommes d'autant plus que l'indépendance a échoué, que le Québec a échoué à se déployer politiquement, eh bien, ceux qui rappellent à ce peuple qu'il pourrait disparaître sont accusés de fantasmes réactionnaires, de anti-xénophobes. Oui. Autrement dit, on ne pardonne pas à ceux qui nous rappellent qu'on pourrait disparaître. Voilà, bien sûr, tout à fait. Mais dès le moment où on congédie toutes les hiérarchies de valeurs, on ne voit pas pourquoi on voudrait défendre une culture plutôt qu'une autre, un rapport au passé plutôt qu'un autre. À partir du moment où l'individu est au centre de toute réflexion politique, on ne voit pas pourquoi on défendrait du commun, de l'histoire commune, du mythe commun. Ces choses-là sont bonnes pour nous culpabiliser quand on va au centre d'achat, alors on n'en a pas besoin. Alors j'ai très peur. Et bon, moi j'ai aucune difficulté à défendre ça, à défendre l'idée que nous sommes en situation de survivance, que ça vaut la peine de sauver ce qu'on peut sauver. Et à l'âge que j'ai maintenant, ça ne m'ennuie plus du tout d'être traité de réactionnaire. Je pense qu'il y a des choses essentielles qu'on est en train de perdre et j'ai très peur. Vous évoquez dans votre livre votre respect pour certaines grandes figures du mouvement souverainiste, notamment René Lévesque. J'aimerais vous amener sur un terrain presque plus contemporain. Quelles ont été quelles ont été vos grandes admirations politiques et vos admirations politiques les plus récentes? Est-ce que vous êtes encore capable d'admirer politiquement ou est-ce que votre besoin d'admiration tombe dans un désert? J'ai admiré Jacques Parizeau. Beaucoup. Monsieur Lévesque, c'est une admiration qu'il faudrait qualifier, mais quand même, absolument. C'était un homme politique qui était profondément en lien avec son peuple. Mais plus récemment, j'avoue que lorsque j'écoute les discours de Mélenchon, ça me fait un petit velours. Mais d'admiration politique, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai peur. Je ne vois personne en ce moment qui soit capable ou qui ait la volonté de porter l'histoire nationale et l'existence nationale. Et est-ce que vous avez eu ces dernières années, d'une manière ou de l'autre, peut-être en 2012, un moment d'enthousiasme politique, ce moment où on croit que les choses recommencent? Vous connaissez la formule de Toynbee, « History is again on the move », ouais. Le sentiment que, bon Dieu, c'est en train de redémarrer. Est-ce que ce sentiment vous a habité ces dernières années, d'une manière ou de l'autre? C'est sûr que en 2012, pendant les grèves étudiantes, pendant les grandes manifestations, c'était difficile de ne pas se sentir porté par quelque chose. Mais on rentrait à la maison, on ouvrait
lisait le Journal de Montréal et un sondage nous apprenait que 60% de la population appuyait la hausse des frais de scolarité. Alors disons que mon enthousiasme a été refroidi assez rapidement. C'est d'ailleurs ce qui me fait le plus peur. Alors, mes jeunes amis de gauche, non, ils n'arrêtent pas d'accuser le 1% de tous les maux du monde. Ils ont raison jusqu'à un certain point. Mais moi, ce qui me fait très peur, c'est que il y a probablement une majorité de nos concitoyens qui a intégré, si on peut appeler ça une morale, mais qui a intégré la morale individualiste du néolibéralisme. Et ça me fait très peur. Ça revient à ce que je racontais de Jules Guesde de tout à l'heure. Alors, des enthousiasmes politiques, non, j'en ai pas eu beaucoup récemment. J'ai parfois un moment de bonheur quand je lis un texte ou un autre, quand j'entends un bout de conférence. Mais je sens vraiment pas d'enthousiasme, au contraire. Vous disiez tantôt que vous, dans vos livres, dans vos films, vous décrivez ce monde sous le signe de la désolation, vous racontez l'expérience de la perte. Je me permets néanmoins de vous placer dans un rôle que vous ne souhaitez pas en général, je devine, c'est-à-dire dans le rôle où vous êtes appelé à décrire une tâche pour l'avenir, c'est-à-dire chercher à décrire, non pas le fameux que faire, qui est exagérément ambitieux, mais si... Alors, je vous lance une piste parce que je crois la trouver dans votre livre, mais j'en suis pas certain. C'est sauver ce qui peut être sauvé. Ouais. Est-ce que c'est l'horizon politique, pas au sens politicien, mais l'horizon politique des années à venir, c'est sauver ce qui peut être sauvé et qu'est-ce qui doit être sauvé? Mon Dieu. Il se peut aussi que je vous ai mis sur une mauvaise piste. Non, pas du tout. Non, mais je pense qu'on ne peut faire que ça. Je ne crois pas qu'il y a de grandes victoires à l'horizon. Mais je pense qu'il y a des choses à sauver. Au premier chef, la nature, l'étalement urbain, le raz-de-marée de laideur qui s'abat sur le Québec, ce qu'on va faire au fleuve, l'exploitation pétrolière. Alors non, ça, on peut sauver ça. Et ça, je pense, s'il y a peut-être un domaine dans lequel on a lieu d'être un peu moins pessimiste parce que ça rencontre vraiment un sentiment populaire, ce serait là. Mais il faut aussi sauver le rapport au passé, le rapport à la culture, le rapport à la langue. Montréal est maintenant une ville bilingue. Oui. Totalement. Et quand on est une mauvaise humeur, on peut dire aussi une ville bilingue de langue anglaise. Oui, tout à fait. Il y a des quartiers de Montréal où on est à Toronto. Et je ne parle pas des anciens quartiers anglophones. Non, bien sûr, bien sûr. Oui. Alors, le rapport à la langue, ça, il faut le garder. Le rapport aux œuvres du passé. Alors, on peut sauver. Il y a des enseignants qui peuvent faire ça, dans la mesure où ils ont gardé un rapport d'admiration avec les grandes œuvres, et dans la mesure où ils admettent l'idée d'une hiérarchie des œuvres et des valeurs, et aussi dans la mesure où ils assument une autorité d'enseignant. Il en reste quelques-uns. Alors, ces gens-là font une tâche extrêmement importante. Moi, je pense souvent qu'on est dans la situation des moines du Moyen-Âge qui recopiaient les grands textes. Je pense qu'on en est là. Ah, mais vous êtes plus optimiste que moi. Il m'arrive de croire qu'on est à la fin, au moment de la chute de Rome, et qu'il faut penser à commencer à recopier les textes. Oui, mais ça, on peut faire ça. On peut transmettre on peut transmettre un amour des œuvres. On peut aussi transmettre un amour de la beauté. Ça, on peut faire ça, vraiment. Et ça, je pense que la jeune génération est très réceptive à ça. Et l'amour du monde peut être le ressort qui va amener autre chose. Des résistances qu'on ne peut pas prévoir. Des façons d'organiser le monde qui nous sont étrangères, qu'on ne peut même pas penser. Il est possible que ça génère une vraie solidarité. Je pense parce qu'au bout du compte, j'ai bien peur que la nation, le peuple québécois ait cessé d'être, mais il va y avoir des gens. Et il y aura des choses à sauver.
et il y aura un rapport humain au monde à conserver. Il nous reste à peine 2 minutes. Vous avez évoqué à quelques reprises l'idée des œuvres à sauver, des œuvres à admirer. Oui. On retrouve dans votre livre plusieurs figures de la pensée québécoise, ou à tout le moins de l'histoire de l'art au Québec, ou de l'histoire de la culture. Pierre Perrault, notamment, Vadeboncoeur, vous l'avez évoqué. Si je vous... imaginons que je sois un jeune homme qui vous demande par quel livre puis-je ressaisir une part de cet héritage? Quels livres peuvent me reconnecter à cet héritage, à cette mémoire? Lesquels me suggéreriez-vous? Alors pour les jeunes gens, certainement du côté du roman, 30 arpents, Les engagés du grand portage, Le survenant. Livres magnifiques. Ce sont des livres magnifiques qui évoquent de façon magnifique ce qu'a été le passé rural et québécois. Ça, certainement. Chez les intellectuels, il faudrait lire Fernand Dumont, il faudrait lire Vadeboncoeur. C'est peut-être plus difficile pour des jeunes gens, mais pour des jeunes universitaires, oui. Allez lire Dumont, allez lire Vadeboncoeur, absolument. Mais certainement la littérature du terroir, la bonne, parce qu'il y en a eu il y a eu des livres épouvantables, certainement. Aussi, en remontant vers la modernité, Gabriel Leroy, certainement. Victor Lévy-Beaulieu du début, quel romancier extraordinaire. Et alors il y a toute et Michel Tremblay. Il y a dans sa chronique du plateau Mont-Royal quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un comme Naguib Mahfouz, le grand Égyptien qui a reçu le prix Nobel il y a quelques années, Tremblay, c'est notre Mahfouz à nous, puis il devrait avoir le prix Nobel aussi, je crois. Eh bien, Bernard Raymond, pour ces dernières paroles sous le signe de l'admiration, sous le signe de l'admiration d'une tradition à ressaisir, d'une pensée à reconquérir, je vous remercie infiniment pour votre présence ici aujourd'hui. C'est moi, merci beaucoup. Au grand plaisir.